Pour mon anniversaire, j'ai reçu un message de mon grand-père décédé. Joyeux anniversaire. Je suis en vie. Tremblant, j'ai retracé le numéro et l'ai trouvé dans une maison de retraite. On t'a volé ton héritage, ta maison, murmura-t-il. Cette nuit-là, j'ai partagé ses photos dans le chat familial. Ensuite, j'ai annulé sa pension, gelé ses comptes et coupé tous les services. Et ce n'était que le début. C'est mieux quand il n'est pas là. Moins de stress pour tout le monde, dit mon père d'une voix aussi tranchante que du verre brisé. Le rire de ma mère filtra depuis la cuisine. Allez, ne sois pas si dur. Mais sérieusement, peut-être que tu devrais passer ton anniversaire ailleurs. Nous avons déjà assez à gérer. Je me suis tenu là, le téléphone à la main, scrutant la table du repas où se trouvaient les restes de son dîner, des verres de vin vides, un gâteau à moitié mangé, des miettes éparpillées comme des pensées négligées. Il n'avait même pas mis de place pour moi. Joyeux anniversaire, au fait, dit ma sœur Sarah, sans quitter des yeux son téléphone. Sa voix était chargée d'une douceur feinte. J'avais prévu de publier une vieille photo de nous, mais je me suis dit que tu préférerais un peu d'intimité. Je n'ai même pas demandé pourquoi je n'avais pas été invité à célébrer. Je connaissais la réponse. J'étais l'étranger, celui qui donnait toujours, mais jamais assez, celui qui travaillait 2 emplois pour s'acquitter de ses dettes, celui qui manquait ses week-ends avec des amis parce que maman avait besoin d'aide pour les courses, papa devait réparer sa voiture, ou Sarah avait simplement besoin de quelque chose. Je n'étais pas en colère. Je ressentais quelque chose de plus froid, une sorte d'engourdissement, comme ce vent de janvier frappant contre les fenêtres. Bien, réussis-je à dire en rangeant mon téléphone dans ma poche. Amusez-vous bien. Je ne claquais pas la porte, je ne criais pas, je partis simplement. Je marchais jusqu'à la voiture, m'installai derrière le volant et contemplais le pare-brise, essayant de me souvenir d'un seul moment où j'avais été célébré, où ils avaient été fiers de moi, où j'avais été plus qu'un fardeau. Le trajet de retour vers mon appartement était flou. Les lumières de la ville s'étiraient comme du verre fondu. En rentrant chez moi, j'éteignis le téléphone et je m'assis dans l'obscurité. Je me disais que ça ne m'importait pas, que leurs paroles n'étaient que de vieilles habitudes blessant de nouvelles cicatrices. Mais à minuit, je rallumai le téléphone. Une seule notification illumina l'écran. Numéro inconnu. Joyeux anniversaire. Je suis en vie. Je restais là, à le fixer. Probablement une blague cruelle d'un ami ennuyé qui avait trouvé la manière parfaite de tourner le couteau dans la plaie. J'ai presque effacé le message, mais j'ai alors remarqué le nom du contact. Grand-père. Le grand-père qui était décédé depuis 3 ans. Du moins, c'est ce qu'on m'avait dit. Mon cœur battait la chamade, la sueur froide perlant sur mon front. J'ai vérifié le numéro. L'indicatif correspondait au village où il avait vécu, mais cela n'avait pas de sens. Il était mort, enterré. J'avais vu l'avis de décès, les photos du petit enterrement. Juste maman, papa et Sarah. Il ne m'avait pas invité. J'étais trop occupé par le travail, disait-il. Avec des doigts tremblants, j'ai écrit « Qui es-tu » 3 points apparurent à l'écran, puis un autre message. Numéro inconnu. On t'a menti. Ta maison, ton héritage. Ils se l'ont approprié. J'ai besoin de ton aide. Je ne pouvais pas dormir. Je restais là, dans l'obscurité, la froide lueur du téléphone étant la seule lumière dans la pièce. Le message de mon grand-père brillait comme une plaie ouverte. Je ne voulais pas y croire, mais je ne pouvais pas ignorer le frisson qui me parcourait le dos. J'ai retracé le numéro. L'appel venait d'une maison de retraite à 2 villages de là. Je mis moins d'1 heure pour y arriver, mais cela me parut une éternité. Le bâtiment était gris et fatigué, le genre d'endroit où le temps va mourir. En entrant, une infirmière leva les yeux, et son sourire s'évanouit en voyant mon visage. Je viens voir. Je crois que c'est mon grand-père, dis-je d'une voix tremblante. Son expression se radoucit. Vous parlez de monsieur Hargros. Chambre 214. J'ai presque couru. En arrivant à la porte, je m'arrêtai, respirant difficilement. Et s'il s'agissait d'une erreur? Et si, en ouvrant, je voyais un inconnu? Mais je poussai la porte. Un vieillard aux cheveux argentés était assis près de la fenêtre, la lumière du soleil dessinant des lignes dorées sur son visage fatigué. Ses yeux se déplacèrent et, lorsqu'ils rencontrèrent les miens, il sourit d'un sourire faible et tremblant.
Je savais que tu viendrais, dit-il d'une voix aussi sèche que des feuilles mortes, mais avec une étincelle de vie. Grand-père, demandai-je. Il acquiesça. Je voulais l'étreindre, mais mes jambes semblaient de pierre. On supposait que tu étais mort, murmurai-je. C'est ce qu'il voulait que tu penses, répondit-il en désignant le lit à ses côtés. Je m'effondrai dessus, sentant le monde entier vaciller. Il sourit, un sourire faible, tremblant. Je savais que tu viendrais. Sa voix ressemblait à des feuilles sèches, mais il y avait une étincelle de vie en elle. Grand-père, acquiesça-t-il. Je voulais l'étreindre, mais je ne pouvais pas bouger. Mes jambes étaient de pierre. On supposait que tu étais mort, murmurai-je. C'est ce qu'il voulait que tu penses. Il désigna le lit à ses côtés et je m'y laissai tomber, sentant que le poids du monde s'effondrait avec moi. Ils ont tout pris, mon fils. La maison, l'argent. On t'a dit que je suis mort parce que je refusais de signer à leur nom. Ainsi, ils ont falsifié ma signature. Mon cœur battait si fort que je n'arrivais pas à entendre mes propres pensées. Mais ils ont eu un enterrement, des photos, tout ça, c'était faux. Ils ont enterré un cercueil vide. On t'a dit que c'était juste pour la famille, n'est-ce pas? Oui. Je me sentais nauséeux. Et l'héritage qui t'était destiné, rien que pour toi. Mais eux, ils avaient besoin d'argent. Ils en ont toujours besoin. Sa main tremblait alors qu'il tentait d'atteindre la mienne. J'ai essayé de lutter contre eux, mais ils m'ont enfermé ici. Ils ont dit que je devenais sénile. Ils m'ont pris mon téléphone, mais j'ai supplié l'infirmière. Elle m'a laissé utiliser le sien. C'était tout ce qu'il lui fallait. Ce murmure de trahison et cet engourdissement que je ressentais devinrent quelque chose de plus. Je ressentis une détermination froide et résolue. Je me levai d'un coup. Je ne laisserai pas cela se produire. La poigne de mon grand-père devint étonnamment ferme. Prends garde. Ils feront n'importe quoi pour conserver ce qu'ils ont volé. N'importe quoi. Je sortis de la maison de retraite, l'air hivernal fouettant mon visage, mais je ne le ressentais pas. Mon téléphone était déjà dans ma main, m'appelant. Mon père décrocha après 2 tonalités. Ah, alors tu te souviens enfin que tu as de la famille. Sa voix dégoulinait de sarcasme. Je viens de visiter ton grand-père. Un silence qui se brise comme du verre. Je sais tout, papa. Je sais ce que tu as fait. Tu as toujours été un ingrat. Garde tes mots. Je ressentis quelque chose de froid dans ma voix, quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Tu m'as dit qu'il était mort. Tu lui as volé sa maison, son argent. Tu as falsifié sa mort et l'as laissé pourrir dans une maison de retraite. Fais attention à ce que tu dis, balança-t-il. Tu ne sais rien. Je sais assez. J'ai les messages, les photos. J'irai à la police. Un juron résonna, puis une autre voix. Ma mère, s'il te plaît, chérie, ne fais pas ça. Tu ne comprends pas. Nous avons agi pour la famille. La famille. Un rire amer et froid m'échappa. Ou pour vous-même. Votre conception de la famille n'est qu'une collection de mensonges. Je raccrochai. Ils m'appelèrent immédiatement, mais je les ignorais. Je rentrai directement chez moi et commençai à fouiller, relevés bancaires, messages, photos. Je savais où mes parents gardaient leurs vieux dossiers, ceux qu'ils pensaient que je n'allais jamais toucher. Mais je ne trouvais pas seulement des preuves concernant la maison, je découvris quelque chose de bien pire. Des transferts. Des milliers d'euros transférés du compte de mon grand-père au cours des 3 dernières années vers des comptes au nom de ma mère et de ma sœur. L'argent était à moi, la maison m'appartenait. Mon grand-père leur avait fait confiance. Et eux, ils avaient tout volé. Mon téléphone vibrait. Notification de Facebook. Une publication de ma mère, les familles se construisent sur la confiance et le pardon. Certaines personnes ne peuvent simplement pas laisser le ressentiment derrière elles. En dessous, une avalanche de commentaires de tantes, donc les mêmes d'amis de la famille. Ne t'inquiète pas, chérie. Certains enfants deviennent juste égoïstes. Tante Béatrice. Être ingrat est un euphémisme, ajouta mon oncle Miguel, suivi par Sarah, il a toujours été le garçon à problème, provoquant toujours des drames. Il manipulait l'histoire, cherchant à me faire passer pour le méchant. Mon téléphone vibra à nouveau. Un message de Sarah, grandit un peu. Le grand-père est vieux.
Il ne se souvient même pas de la moitié de ce qu'il dit. Tu veux la maison? Très bien, mais tu ne me volerais pas un centime. Tu as toujours pensé qu'à toi. J'avais envie de balancer le téléphone, mais je ne le fis pas. À la place, je commençai à prendre des captures d'écran, enregistrant tout, faisant des copies de chaque document que j'avais trouvé. Je compilai le tout dans un dossier bien ordonné sur mon ordinateur portable, que je nommai Vérité, et je l'enregistrai à 3 endroits différents. Il croyait pouvoir contrôler le récit, qu'enfin je céderais comme toujours, mais il ne savait pas que j'avais terminé d'être le fils docile. Le café était calme, le doux murmure des conversations n'était qu'un fond sonore. Je choisis une table dans un coin, loin des fenêtres. C'était parfait, une vue claire sur l'entrée, sans aucun endroit pour se cacher. Je m'assis, mon ordinateur portable ouvert, la clé USB branchée. Sur l'écran, un dossier intitulé Vérité. À l'intérieur, tout, les signatures falsifiées, les transferts bancaires, les captures d'écran, la vidéo du grand-père à la maison de retraite, le dernier clou dans leur cercueil. Mon téléphone vibra de nouveau. Un message de ma mère, nous sommes là. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Je ne répondis pas. Bientôt, ils allaient regretter ces mots. La porte s'ouvrit à la volée et je les vis entrer. Mon père, rigide et en colère. Ma mère, pâle et nerveuse. Sarah, souriante, mais avec cette fausse douceur pleine de poison. Ils s'approchèrent et, sans dire un mot, s'assirent devant moi. Je les regardai en silence. Je ne dis rien. Ce fut ma mère qui rompit le silence. Chérie, pouvons-nous parler calmement? Nous sommes une famille. Famille. Je laissai le mot flotter dans l'air, comme lorsque j'appris que le grand-père était mort, comme quand ils lui volèrent sa maison et l'enfermèrent dans une maison de retraite. Le visage de mon père se contracta. N'ose pas. Je me rassis dans ma chaise en cliquant sur un fichier de mon ordinateur portable. C'était une vidéo du grand-père. Sa voix était faible, mais ses paroles étaient claires. On me l'a volé. La maison, l'argent. Ils m'ont menti. La main de ma mère vola à sa bouche. Mon père se pencha en avant, sa voix se faisant un murmure furieux. Tu crois vraiment que ce spectacle nous impressionne? Ton grand-père est sénile, il ne sait pas ce qu'il dit. Ça ne va pas. Je cliquai sur un autre fichier. Un document scanné du testament, avec la vraie signature du grand-père à côté de la falsifiée. Silence. Puis Sarah éclata d'un rire aigre et amer. Toujours aussi dramatique. Tu crois vraiment que ça te fait un héros? Toujours aussi naïf. Je souris. Parlons de la réalité. Je cliquai sur un autre fichier. Capture d'écran de leur publication sur les réseaux sociaux, vacances de luxe, vêtements de créateurs, soins de spa et juste à côté, les transferts bancaires du compte de mon grand-père vers le leur. Le sourire de Sarah se fana. Tu n'as pas ce droit. Tu n'as pas ce droit. Je l'interrompis. Comme toi, tu n'avais pas le droit de voler l'héritage qui m'appartenait, ni de prétendre que le grand-père était mort. La voix de ma mère se brisa. S'il te plaît, chérie. Nous essayons juste de te protéger. Tu as toujours été si sensible. Me protéger? Je me penchai en avant. Ils l'ont laissé mourir. Ils lui ont juste menti, volé, et maintenant, ils veulent que je sourie et fasse semblant que tout va bien. Mon père se pencha en avant, sa voix aiguisée par la colère. Ça suffit. C'est une affaire de famille et si tu n'arrêtes pas de parler maintenant, tu vas le regretter. Je ne bronchais pas ou quoi? Tu vas encore me mentir? Peut-être que tu diras à la famille que je suis un échec, comme quand tu as dit que je t'avais volé ou que j'étais ingrat. Son visage se tordit en une mascarade de rage. Tu as toujours été problématique, toujours en fuite, toujours à nous en vouloir. Pas étonnant que le grand-père ne t'ait jamais voulu près de lui. Je souris. C'est amusant, parce qu'il est ici. La porte derrière s'ouvrit et une silhouette tranquille entra lentement, se soutenant avec précaution sur sa canne. Grand-père. Le visage de ma mère devint blanc. La bouche de mon père resta grande ouverte. Sarah poussa même un petit cri. Bonjour, mon fils. La voix du grand-père était faible, mais ferme. Quelle surprise de te voir. Tu, balbutia mon père, ayant l'air d'un animal piégé.
Tu m'as dit que je devenais sénile, murmura le grand-père, sa voix devenant de plus en plus forte avec chaque mot. Tu as dit que ce n'était pas sûr pour moi de vivre seul. Tu m'as promis que tu t'occupais de la maison, que l'argent était pour la famille. Mais ce que tu as vraiment gardé, c'était ton propre intérêt. Les mains de ma mère tremblaient. S'il te plaît, papa, nous avons agi pour toi. Tu ne pouvais pas vivre seul. Nous avons essayé, nous avons essayé. La voix du grand-père devint cinglante. Ils ont essayé. Ils ont essayé de m'enfermer. Ils ont essayé de voler tout ce que j'avais construit. Ils ont essayé de m'effacer. Mon père se leva d'un bond. C'est un montage. On y va. Reste assis. Ma voix trancha l'air comme une lame, et pour la première fois de ma vie, il s'arrêta réellement. J'ai suffisamment de preuves pour exposer tout ce que vous avez fait. Je continuai, la voix froide et claire. Vous avez volé, menti et abandonné le grand-père. Et maintenant, tout le monde va le savoir. S'il te plaît, ma mère, je suis à présent. Pouvons-nous arranger cela? Pouvons-nous trouver une solution? Nous sommes famille. Non, nous ne le sommes pas. Je les regardais un par un. À partir de maintenant, vous êtes des étrangers pour moi. Le visage de Sarah se tordit de colère. Tu crois vraiment que tu es parfait? Que tu es un héros en faisant ça? Tu crois vraiment que tu peux survivre sans nous? Cria Sarah, sa voix chargée de venin. Je riais. Non, Sarah, je n'avais rien à voir avec vous, mais maintenant je suis libre. Je me tournai vers le grand-père. Allons-y. Tu n'as plus besoin de perdre une seconde de plus avec ces parasites. Alors que nous nous éloignions, la voix de mon père nous suivit, un cri désespéré et brisé. Tu vas le regretter. Tu as besoin de nous. Tu auras toujours besoin de nous. Mais sa voix s'estompa déjà, avalée par le silence. J'aidai le grand-père à monter dans la voiture. Ses mains tremblaient, mais ses yeux étaient clairs. Es-tu sûr de vouloir faire cela? Murmura-t-il. J'aurais dû le faire il y a des années, répondis-je. Nous conduisîmes, laissant derrière nous les morceaux brisés d'une famille qui n'a jamais mérité ce nom. Lorsque nous arrivâmes à mon appartement, je sortis mon téléphone. D'un seul geste, je les bloquai tous. Mère, père, sœur. Tous sur les applications de messagerie, même celles de la banque. Le premier appel arriva 1 heure après le retour du grand-père et moi. D'abord, ce fut papa, puis maman, et enfin Sarah. Je regardais le téléphone vibrer sur la table et je tournais mon regard vers le grand-père. Ses yeux étaient calmes, presque reconnaissants. « Tu as vraiment fait ça » murmura-t-il, comme s'il craignait que tout cela ne soit qu'un rêve. « Oui » souris-je. Je l'ai fait. Le lendemain matin, j'appelai la banque. Je supprimai leur accès à tous les comptes que j'avais un jour ouverts pour eux. Je désactivai les paiements automatiques qui couvraient leurs prêts, leurs factures, l'assurance de la voiture. Je restais assis, regardant le téléphone. Avais-je vraiment envie de tout cela? Couper tous les liens, même financiers? Mais après tout ce que j'avais découvert, je savais que je devais me protéger. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de liberté. Ensuite, j'appelai la compagnie d'électricité et le service de l'eau. J'ai appelé le fournisseur de gaz et j'ai prononcé les mots les plus simples. Je les ai informés que je ne paierais plus leur service. Transférer toutes les factures au nouveau propriétaire. Chaque facture était à mon nom, chaque service, chaque dépense. Je les avais payés pendant des années, mais plus maintenant. À midi, je me rendis à la maison de retraite de mon grand-père et emballai ses affaires. Le personnel me regarda, surpris. Il rentre chez lui, dis-je froidement, jetant ses sacs dans la voiture. Mon grand-père s'installa sur le siège passager et, pour la première fois depuis des années, je le vis sourire. Un vrai sourire, serein. Je pensais que je mourrais là, murmura-t-il, comme s'il craignait que je change d'avis. Il voulait que tu restes, mais c'est fini. Je l'emmenai vers l'appartement que j'avais loué à l'avance, spacieux, lumineux, avec vue sur un parc. Mon grand-père resta dans le salon, regardant autour de lui comme s'il n'en croyait pas ses yeux. C'est pour moi, pour nous, et aussi pour moi, dis-je. J'appelai l'avocat pour m'assurer que tous les documents concernant l'héritage, la maison et les comptes étaient en règle, sans falsification, sans signature truquée. Ensuite, j'éteignis simplement mon téléphone. Les jours qui suivirent furent tranquilles,
presque trop calme, mais je savourais chaque seconde. Le matin, je préparais du café, m'installais près de la fenêtre et observais la lumière jouer entre les feuilles des arbres. Mon grand-père commença à se lever plus tôt, lisant le journal que je lui apportais chaque jour. Même il commença à plaisanter. Tu sais, j'ai toujours voulu planter des rosiers, mais ton père disait que c'était une perte de temps. Nous en planterons ici tout ce que tu souhaites. Mais la famille ne se laissa pas abattre aussi facilement. Une semaine plus tard, je rentrais du supermarché quand je vis un visage familier sur les marches de mon immeuble. Sarah était là, se blottissant contre elle-même, son visage tordu par le désespoir. « Je sais que tu peux m'entendre, cria-t-elle en s'approchant. Tu ne peux pas nous laisser ainsi. Nous sommes ta famille. Famille. Je passais à côté d'elle, sortant mes clés. La famille ne garde pas les gens vivants dans des cercueils. Elle me saisit par le bras, ses yeux brillants de larmes. C'était une erreur. Ils voulaient seulement faire ce qu'il y avait de mieux. Pas pour eux, pour eux-mêmes. Je relâchai son bras et marchai vers la porte. Tu ne peux pas vivre sans nous. Toujours aussi faible, mais maintenant je suis libre. Le lendemain matin, les services furent coupés dans la maison où ils vivaient. Mon avocat m'envoya un message. Ils essayèrent de tout reconnecter, mais la banque leur refusa le crédit. Maman m'appela plus de 20 fois. Sa voix sur le répondeur était insupportablement larmoyante. Comment peux-tu faire ça? Nous sommes tes parents. Nous avons fait des erreurs, mais cela ne justifie pas de détruire ta famille. Ces larmes ne me touchèrent pas. Puis ce fut le tour de papa. D'abord des menaces, puis des larmes et finalement, le silence. J'écoutais son dernier message. Tu nous as détruits, mais nous reviendrons. Tu ne seras jamais heureux sans nous. Je souris et effaçai le message. Une après-midi, je sortis sur le balcon avec une tasse de thé. Mon grand-père s'assit à mes côtés, enveloppé dans une couverture. Tu es plus fort que je ne le pensais, dit-il. Non, je n'ai simplement plus rien à perdre. Nous restâmes en silence, observant les lumières de la ville scintiller au loin. Je ne ressentais ni peur ni culpabilité. Quand je rentrai à l'intérieur, j'ouvris mon ordinateur et pris une dernière décision. Je fis un don à une organisation fournissant un soutien juridique aux personnes âgées victimes d'abus financiers. Une somme importante, exactement celle qu'ils avaient tenté de me voler, à moi et à mon grand-père. Je changeai mon numéro de téléphone et supprimai tous les rappels de leurs contacts. Maintenant, je n'avais plus qu'une seule famille, et je ne laisserai plus jamais personne m'utiliser. La salle d'audience était un champ de bataille froid et silencieux. Mon avocat restait ferme, présentant chaque élément de preuve, signature falsifiée, transfert bancaire volé et la vidéo du grand-père, palme et lucide, murmurant « On m'a enterré vivant ». C'est un montage. Il manipule tout le monde. La voix du juge trancha sa tirade comme un couteau. Monsieur Argros, asseyez-vous. Maman s'agrippa à sa chaise, tentant de pleurer, mais les larmes ne sortaient pas. Sarah était figée à la table, son visage pâle, ses mains tremblantes. Il n'avait aucune défense. Chaque mensonge fut exposé, chaque vol indéniable. Alors, le grand-père se leva. Sa voix était plus forte que jamais. On m'a volé ma vie, on m'a enfermé et on a essayé de me faire disparaître, mais mon petit-fils, c'est lui qui m'a sauvé. Le marteau du juge frappa comme le tonnerre. La propriété et tous les actifs seront restitués à monsieur Argros et à son petit-fils. Les défendeurs doivent quitter les lieux dans un délai de 7 jours. Le visage de mon père se tordit de rage. Ils ne peuvent pas faire ça. C'est notre maison. Ce n'était jamais la vôtre, dis-je en me levant. Une semaine plus tard, je retournai avec le grand-père. Une voiture de l'huissier était garée devant la maison. Des travailleurs de déménagement traînaient des sacs et des boîtes dans le jardin. Je les voyais emballer leurs affaires, s'invectivant et se blâmant. Une partie de moi aurait dû ressentir de la satisfaction, mais à la place, je ressentis une profonde tristesse. Comment ma propre famille avait-elle pu en arriver là? Peut-être que me protéger signifiait aussi perdre quelque chose de plus. Mes parents étaient sur le perron. Papa criait, maman pleurait. Sarah était figée de stupeur. Tu ne peux pas tout emmener, hurlait mon père en se débattant avec l'agent. Je ne prends rien, dis-je. Vous l'avez volé. Je ne fais que le récupérer. Maman courut vers le grand-père, tombant à genoux. Papa, s'il te plaît.
Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes ta famille. Le grand-père la regarda, la voix froide comme l'hiver. Vous n'êtes pas ma famille. Mon père avança agressif, mais l'huissier intervint. Monsieur, ceci est votre dernière mise en garde. Je les vis être poussés vers une vieille berline cabossée, la vie qu'ils avaient choisie. Alors qu'ils s'éloignaient, je les vis s'invectiver, leurs mensonges se retournant contre eux. Nous transformâmes la maison en un foyer. Peinture fraîche, nouveaux meubles, rosiers fleuris dans le jardin. L'arôme de terre fraîche et de nouveaux départs embaumaient l'air. Le grand-père marchait dans le jardin chaque matin, son bâton résonnant sur le chemin de pierre. Il semblait plus léger, presque heureux. Tu sais, rit-il un matin, ton père pensait toujours être intelligent, mais il n'a jamais compris la différence entre ruse et sagesse. Je crois qu'il a appris de la pire des manières, répondis-je. Mais ils ne disparurent pas complètement. Des lettres commencèrent à arriver, désespérées, suppliantes. Maman écrivit la première. S'il te plaît, nous avons eu tort. La santé de ton père se dégrade. Nous avons besoin d'aide. Puis Sarah, j'ai perdu mon emploi. Je n'ai rien. S'il te plaît, juste un peu d'argent. Je tenais les lettres entre mes mains. Chaque mot semblait une supplication, mais aussi une manipulation supplémentaire. Je devais répondre, pardonnez, mais je savais qu'ouvrir cette porte signifiait permettre qu'il me blesse à nouveau. C'était douloureux, mais nécessaire. Je lus chaque lettre puis les brûlai dans la cheminée. Les flammes engloutirent leurs mots, aussi vides que toujours. Papa n'écrivait jamais, mais je savais qu'il avait perdu son emploi, qu'il s'enfonçait dans les dettes et qu'il avait commencé à boire. Bien sûr, il me blâmait. Il l'avait toujours fait. Un après-midi, le grand-père et moi étions assis sur le perron, observant le soleil se cacher derrière les arbres. Les rosiers se balançaient sous la douce brise, leurs pétales capturant la dernière lumière. Je pensais que je mourrais là-bas, murmura-t-il. Tu ne perdras plus cet endroit, je te le promets. Une voiture passa sur la route au loin, mais cela n'avait pas d'importance. C'était notre monde. Plus de mensonges, plus de trahison. Je suis fier de toi, murmura le grand-père, sa voix se brisant. Tu as fait ce que je n'ai jamais pu faire. J'ai fait ce qu'ils m'ont forcé à faire, répondis-je. Et je le ressentis. Le poids se soulevait, les chaînes se brisaient. Nous restâmes en silence, la maison brillant de la dernière lumière du jour. Un lieu qu'ils avaient tenté de voler. Un endroit qu'ils avaient perdu.